Alors, comme le disait Didier, effectivement, on n'est pas à la base spécialiste des troubles du comportement alimentaire du tout, encore moins du binge eating, qui est une notion toute nouvelle qu'on va vous présenter. Et donc, c'est l'intérêt plutôt de partager un peu une découverte, une thématique, puisque ça a été un travail qui nous a amené à consulter surtout des articles, une littérature pas mal issue d'Américains, effectivement, en premier lieu, mais surtout de personnes qui s'occupent, effectivement, de troubles du comportement alimentaire. Alors, l'idée, c'est de vous parler de tout ça et de parler des relations avec le tabagisme. Donc, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet, ça marche. Alors, avant de parler à proprement dit du binge eating et de vous présenter de quoi il est question, cette recherche bibliographique a amené à retrouver un certain nombre d'études. Je ne vais pas toutes citer là parce qu'il y en avait plusieurs quand même qui reviennent sur le tabac et les idées de contrôle du poids qui y sont associées. Il y a quand même effectivement pas mal de travaux, chez les femmes en particulier, qui montrent un lien important entre une recherche, une volonté de contrôle du poids et le tabagisme. Alors, les fumeuses ont particulièrement une attention plus particulière à leur poids que les femmes non fumeuses. Et chez les femmes qui ont des préoccupations particulières pour leur poids et leur physique, il y a plus de fumeuses. Je vais vous citer plus particulièrement une étude qui montre cet aspect-là présent dès l'adolescence, même là on pourrait même parler de préadolescence, vous allez voir, qui associe comme ça voilà, des croyances autour du contrôle du poids. Donc c'est une étude qui date de 1997 maintenant, qui a été réalisée quand même sur presque 7000 écoliers de Memphis, alors avec un âge moyen de 13 ans. Sachant que c'était une population majoritairement afro-américaine, avec une étude qui distinguait effectivement les profils entre origine caucasienne et puis afro-américaine, enfin blanc-noir. Donc c'est pour ça que je vous ai rendu compte des résultats de cette manière-là, même si on n'a pas trop l'habitude de faire comme ça en France, mais de toute façon on n'a pas le droit. Mais, donc cette étude montrait en tout cas quand même 233 fumeurs réguliers déjà, et chez surtout les filles blanches, du coup, quand même, un quart de ces fumeuses de 13 ans en moyenne qui avaient l'idée, qui affirmaient avoir fumé pour contrôler leur poids, déjà. Et alors, cette étude était aussi intéressante parce qu'elle faisait passer un petit test pour voir le niveau de croyance que pouvaient avoir les jeunes, c'est-à-dire une croyance qui serait que fumer peut aider les gens à contrôler leur poids. Et ils ont regardé quelle était la réponse de ces jeunes, selon qu'ils étaient pas du tout fumeurs, fumeurs occasionnels, fumeurs réguliers ou fumeurs quotidiens. Et donc plus les gens étaient dans une consommation tabagique importante, plus ils avaient tendance à penser qu'effectivement, il pouvait y avoir un bénéfice en termes de contrôle du poids à fumer. Donc là, c'était une étude chez les adolescents. Il y a d'autres études qui montrent aussi des liens de ce type chez les adultes et qui mettent en avant le fait qu'en plus, ces croyances sont plus fortes chez les fumeurs. Alors, on va revenir au binge eating à proprement parler. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête ? Avant de vous parler de comment ça a été défini dans le DSM-5, parce qu'il apparaît dans le DSM-5, l'idée était de revenir un petit peu sur l'aspect un petit peu origine, traduction du terme. Alors, je n'ai pas trouvé, moi, personnellement, de traduction française du terme binge eating, puisqu'on a les mots français qui nous sont venus pour le binge drinking. Mais là, j'ai vraiment pas trouvé de lien, si ce n'est effectivement plutôt le terme de gloutonnerie qui apparaît, mais dans tous les articles que j'ai trouvés traduits en français qui parlaient du concept, c'était maintenu le terme binge eating. Donc, je vous ai mis un petit peu des références. Donc, on connaît le mot avec binge drinking surtout, qui est aussi assez à la mode dans les travaux, et pour lequel il y a une étymologie qui est reconnue du 19e siècle, où le terme était associé à soak, et pour parler de bateau, en parlant du fait que le bois était complètement imbibé. C'est vrai que c'est une image pour le binge drinking, du coup, dont on fait bien le rapprochement. Et donc, voilà, l'adjectif est employé pour l'alimentaire. Alors pour parler de quoi donc,
là, je vous l'ai fait en anglais parce que je ne me sentais pas de vous faire une traduction complète et personnelle du DSM-5 avant que nos experts s'y soient penchés et nous les réaliser. Toujours est-il que la définition apparaît. Alors, dans le DSM-4, il y avait déjà des notions de ce trouble sans qu'il soit complètement distingué. Et après, je vais revenir avec vous sur des personnes qui ont mis en avant des arguments sur pourquoi distinguer ce concept, surtout par rapport à la boulimie ou par rapport à une hyperphagie plus générale. Donc les points clés, c'est le fait de manger effectivement beaucoup d'aliments, de quantité d'aliments sur un délai court, plus qu'évidemment la moyenne des personnes de caractéristiques similaires, avec la question de la notion de la perte de contrôle, le fait que ça soit souvent une alimentation qui se fait rapidement, qu'il y ait ou pas une sensation de faim, le fait qu'il y ait un sentiment de culpabilité, de dégoût, qui peut amener certaines personnes à essayer de cacher le comportement, et le fait que ça soit particulièrement associé avec certains troubles, enfin, le détail après sur des problématiques, des troubles de santé physique et des troubles psychiatriques, et que par rapport à une hyperphagie peut-être plus fréquente et plus généralisée que sur des temps aigus comme avec le binge eating, si on identifie le binge eating, il y a effectivement du coup plus de sévérité dans les troubles associés et dans les problèmes associés. Alors après, voilà, c'est une définition du DSM-5 avec toute la distance qu'on peut prendre avec les classifications, tous les débats qu'il y a autour des ajouts qui sont à chaque fois récurrents de nouvelles pathologies, avec une inflation, on va dire, du pathologique et une critique qui est un peu portée sur le DSM-5. C'est à discuter. On peut aussi s'interroger, est-ce que c'est des troubles qui émergent plus du fait d'une évolution sociétale, d'abondance alimentaire, de certains types d'aliments. Bon, tout ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Pour les personnes qui justifient d'une entité clinique particulière, les arguments qui sont présentés sont l'association. Alors, disons que souvent les arguments sont présentés soit pour le dire comment on la distinguerait de la boulimie, notamment, ou comment ça se distinguerait d'une hyperphagie ou de troubles, ou de l'obésité en général. Alors, le fait est qu'il y a une association importante avec le surpoids et l'obésité, beaucoup plus qu'avec l'anorexie et la boulimie. Par contre, il y a des différences entre des obèses qui auraient ou pas ces comportements-là, donc BED pour Binge Eating Disorder, avec un bon accent français. La différence donc, avec les obèses sans BED, c'est le fait qu'il y a plus de calories ingérées même en dehors des moments de binge eating, à proprement parler, qu'il y a des prises alimentaires plus chaotiques, c'est-à-dire des personnes qui vont sauter des repas ou qui vont avoir des apports très déséquilibrés, nutritionnels très déséquilibrés, et plus de problèmes de dépression. On a aussi une association aux comorbidités psychiatriques et à des problèmes de santé physique qui est plus important, et également des problèmes de fonctionnement social en termes d'insertion de réseau social. La différence avec la boulimie, c'est qu'on a un profil de sexe qui varie quand même pas mal, puisqu'on est à 2 hommes pour 3 femmes. Le profil les aliments plutôt privilégiés sont différents. Pour faire caricatural, on va être un peu plus vers le sucré, côté boulimie, un peu plus vers le gras et le salé vers le binge eating. On a moins de comportements de restriction chez les personnes qui du coup sont identifiées plutôt binge eating. Donc ce n'est pas trop des personnes qui vont faire des régimes ou vraiment des périodes de réduction importante des apports alimentaires. On est vraiment moins dans ces comportements-là. Et par contre, il y a, là où il y a aussi une particularité, c'est qu'il y aurait une meilleure réponse thérapeutique. Alors, sachant qu'on ne sait pas forcément... après, les mêmes experts nous disent que sur la prise en charge, ils ne savent pas encore exactement comment bien faire, donc c'est à prendre avec une certaine relativité du coup. Sur la prise en charge, justement, les équipes qui s'y sont penchées, notamment une équipe de Yale, donc il y a plusieurs études, de leurs études qui sont citées. Donc c'est des personnes qui pratiquent déjà des suivis évidemment de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire avec des techniques qui sont beaucoup centrées sur les TCC et des interventions brèves. Donc ils ont réutilisé les outils qu'ils utilisent habituellement pour se rendre compte qu'il y a une efficacité assez intéressante des psychothérapies, même brèves, sur le binge eating.
Par contre, il y a que quelques travaux sur la question pharmacologique. Et en tout cas, comme il y avait pas mal d'associations avec des troubles thymiques, il y a eu plusieurs essais pour voir s'il y avait une efficacité des antidépresseurs qui, pour l'instant, a priori, n'aboutit pas à grand-chose. Donc, ils ne sont pas persuadés qu'il y ait un intérêt important. Alors, venons-en à la question des liens avec le tabagisme. Donc, le concept, malgré qu'il soit assez récent, on a donc des équipes qui travaillent dessus depuis une dizaine d'années maintenant, notamment celles dont je vous parlais, et qui ont commencé à regarder des choses qui vont nous intéresser au niveau des relations avec le tabac. Donc, je vous ai donné quelques points forts de ce qui se dégage de ces travaux. Donc, on a tout d'abord un rôle du tabac pour les personnes qui sont fumeurs et qui ont un binge eating disorder. Ils se rendent compte que le tabac est utilisé comme une stratégie de contrôle des crises. Donc, il y a une association, et par ailleurs, effectivement, une association du tabagisme pour contrôler le poids, d'autant plus lorsque, on va dire, le trouble est plus grave, c'est-à-dire qu'il y a des consommations alimentaires, des binge eating plus fréquents. Donc à ce moment-là, plus les personnes fument aussi, plus elles ont tendance à essayer d'utiliser le tabac pour diminuer et l'appétit, et la survenue des crises, et la quantité qu'ils vont manger. Donc elle est petite à différents moments de la prise alimentaire. Ils ont ici, pour certains, regardé qu'est-ce qui se passait si on tentait un arrêt du tabac chez les personnes qui ont un trouble de binge eating. Et là, c'est important à observer parce que sur la question de la prise de poids, c'est des personnes par rapport à des personnes qui ont des problèmes d'obésité. Ceux qui ont un problème de binge eating ont presque 3 fois plus de prise de poids dans l'année qui suit que ceux qui n'ont pas ce trouble alimentaire. Alors, sur les causes, ils n'ont pas encore établi l'ensemble, en faisant plusieurs hypothèses, entre celles d'une augmentation du nombre de crises ou de la quantité d'aliments ingérés. C'est un peu pas forcément quelque chose de très précisé encore. Pour des personnes qui essayaient d'arrêter de fumer, donc dans les personnes qui avaient un trouble de binge eating, il y a eu des enquêtes qui ont été menées pour une étude en particulier qui montrait que chez ces personnes-là, il y a quand même 20% qui déclaraient avoir déclenché leur trouble à l'arrêt du tabac. Donc c'est aussi non seulement la question de comment peuvent se majorer les troubles lorsqu'il y a une tentative d'arrêt de tabac, et comment ils peuvent aussi apparaître. Donc tout ça peut nous interpeller sur la question du concept d'addiction alimentaire, qui est aussi en débat, sur les troubles du comportement alimentaire dans leur ensemble pour certains, sur certains types de comportements alimentaires pour d'autres. Et donc, je vous citais des études qui montrent, chez les obèses qui ont un binge eating disorder, ceux qui ont débuté soit jeunes leur binge eating, soit qui ont des crises fréquentes, donc on va dire une certaine gravité du trouble, ont des scores assez élevés à une échelle qui s'appelle la Yale Food Addiction Scale, qui est une échelle qui est faite pour rechercher s'il y a en fait un rapport addictif à l'alimentation. Donc c'est des questions type qu'on a dans des questionnaires de dépendance à d'autres substances, sur l'action de la perte de contrôle, des sentiments de honte, du temps passé à réfléchir à sa consommation ou à la vie, tout simplement, à faire le comportement. Donc elle reprend ces items-là. Et chez des personnes donc, obèses avec un binge eating disorder ancien ou assez sévère, on retrouve des scores élevés à ces échelles. Voilà, donc la question c'est effectivement que se posent certaines équipes, alors à différentes manières selon un petit peu leur référentiel théorique, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on est en fait face à un comportement alimentaire ou de tabagisme qui vient répondre à des affects dépressifs ou à une certaine anxiété, à des seuils de stress, et que du coup il y a un effet vase communicant entre les deux comportements, ou est-ce que c'est d'autres choses qui sont en jeu. Donc, effectivement, on a donc une augmentation des crises en cas d'arrêt de tabac chez des gens qui ont un binge eating disorder, une augmentation du tabagisme comme tentative de contrôle du binge eating, soit quand les gens essayent de limiter leur crise, soit quand le binge eating s'aggrave, sans faire l'hypothèse de pourquoi à ce moment-là le tabagisme augmente aussi pour essayer de tempérer ça. Donc là, je vous citais justement Molière dans cette idée. Est-ce qu'on est dans une petite ou intérieure qui vient nous solliciter sur ces deux comportements, mais sur une base qui serait effectivement la même et avec un effet du comportement qui est là pour répondre
les mêmes problématiques ou est-ce qu'on est encore dans autre chose? C'est un peu la question. Et une autre question secondaire, mais en pratique qui est la plus importante, c'est comment on fait avec ces patients-là quand on a un trouble du comportement alimentaire de ce type et un tabagisme. Est-ce que de remarquer que si on s'occupe de l'un, l'autre comportement a tendance à s'aggraver, est-ce qu'on doit faire une prise en charge simultanée des deux? Est-ce que ce serait un arrêt des deux comportements? Est-ce que ce serait de maîtriser, de travailler en tout cas sur une tentative de contrôle des deux ou l'arrêt de l'un, le contrôle de l'autre? Enfin, voilà. Donc pour ça, il n'y a pas beaucoup de réponses pour l'instant sur les personnes qui se sont penchées sur cette problématique. Il n'y a pas du tout d'évaluation en tout cas, ça c'est certain. Le concept étant nouveau de distinguer ces troubles-là, c'est assez logique qu'on n'ait pas plus de choses à se mettre sous la dent. Sur le plan des psychothérapies, les auteurs qui eux pratiquent du coup là, des thérapies plutôt TCC, ou des thérapies brèves, comme elles fonctionnent sur les deux, proposent d'essayer de travailler sur des thérapies qui auraient des objectifs un peu mixtes sur les deux problématiques. D'autres parlent de l'entretien motivationnel comme outil, pareil, similaire pour les deux. Et sur les traitements, pour le binge eating au niveau médicamenteux, comme je vous le disais, au niveau antidépresseur, il y a eu des tentatives peu fructueuses. Il y a des essais, des travaux en cours autour de l'utilisation d'anorexigènes, d'antiépileptiques, le topiramate, avec peut-être l'idée, la question de est-ce qu'on est dans des recherches médicamenteuses finalement qui viennent répondre à des pulsions un peu de type craving, ou est-ce qu'on est dans une tentative de réduction d'un comportement sur un autre mode. Bon. Et dans quel cas, peut-être si on travaille sur le craving, est-ce que ces comportements tabagiques auraient une composante de ce type-là et qu'on pourrait à ce moment-là avoir une pharmacologie qui pourrait être utile aux deux? Bon, tout ça est un peu complètement ouvert et pas du tout déterminé pour l'heure. En conclusion, juste quelques messages clés. L'idée, c'est, en tout cas, si on ne peut pas forcément en détailler grand-chose pour l'instant, on voit quand même l'intérêt du repérage des comorbidités au niveau des troubles du comportement alimentaire et peut-être d'être attentif à ce qui pourrait ressembler effectivement à du binge eating, dans l'idée qu'il y a quand même un risque important en termes de prise de poids, chez des profils, on l'a dit, qui ont déjà pas mal de comorbidités, souvent physiques et psychiatriques, surtout anxio-dépressives, et donc il serait important de le prendre en considération évidemment. Ils ont d'autant plus intérêt d'arrêter de fumer qu'effectivement il y a souvent un surpoids et donc, comme on le disait, des comorbidités physiques. Donc on a tout intérêt à le dépister et à le prendre en considération. Après, vous voyez que sur la modalité de prise en charge, on est un peu pour l'instant sur quelque chose qui n'est pas encore évalué. Donc on fait avec les outils avec lesquels on travaille habituellement, c'est un peu ce que notent les auteurs, quitte à demander du renfort avec des personnes qui ont l'habitude de prendre en charge du comportement alimentaire et à travailler de concert avec d'autres confrères. C'est cette question donc, de la prise en charge des deux problématiques simultanément. Encore une fois, est-ce qu'on vise l'arrêt des deux? Est-ce qu'on vise au moins, si on essaye de travailler sur un, que l'autre comportement soit à peu près maîtrisé, ou ne s'aggrave pas en tout cas? Et alors, pour jouer comme ouverture, alors en plus, du coup, on va parler des cigarettes après, j'avais mis ça parce que, en faisant ce travail, moi j'avais pensé à un patient qui est justement en surpoids important, avec des comportements un petit peu de ce type, et qui, puisqu'on parlait de la cigarette électronique, à un moment donné, me disait « Eh bien, figurez-vous que j'ai essayé, c'est une catastrophe, parce que je ne m'arrête pas tant que la cartouche n'est pas finie. Alors qu'au moins, avec une cigarette, j'ai une faim, j'arrive à m'arrêter, et là, c'est impossible. Je vapote, que j'aime ça ou pas ça. Donc, dans quelque chose d'une oralité qui effectivement, peut pas s'interrompre, avec une perte de contrôle plus importante avec la cigarette qu'avec le tabac. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on s'arrête là et qu'il n'y a pas de prise en charge tabac à faire. C'est le seul, hein. Moi je n'ai pas eu d'autres soucis de ce type-là, mais du coup ça a éveillé aussi ma curiosité sur cette problématique. Donc voilà, c'était une idée aussi à ouvrir. Est-ce que la e-cigarette, pour certains profils de patients comme ça, pourrait à l'inverse les entraîner à finalement consommer plus? Bon. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste savoir, comme bon, c'est une notion qui paraît un peu récente, mais avec des
des comportements, on va dire, qu'on connaît ou qu'on reconnaît un peu chez nos patients. Est-ce que dans l'ouverture, enfin dans la conclusion, en tout cas, est-ce qu'il n'y avait rien dans la littérature sur la chirurgie de l'obésité? Parce que j'ai une patiente qui arrive un peu réglée, je dirais, ce type de problème. C'est une patiente qui n'avait jamais été obèse ou en surpoids et qui, à un moment donné, a eu des problèmes, peu importe. Et systématiquement, elle se levait la nuit pour consommer ce qu'il y avait dans son frigo, du sucré, du salé, enfin. Et elle a fini par prendre énormément de poids, elle est devenue diabétique, hypertendue, etc. Donc elle se mettait vraiment avec une obésité morbide. Et en fait, son problème, entre guillemets, a été réglé par une chirurgie de l'obésité. Elle a eu la pose d'un anneau gastrique. Et les choses sont rentrées de fait dans l'ordre par une incapacité à... Moi, j'ai pas trouvé, en tout cas, de travaux. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu sur la chirurgie dans le traitement des binge eating comme ça. Alors après, peut-être que dans les articles qui parlent de la prise en charge des obèses à ce niveau-là, il y a peut-être des distinctions, peut-être qu'il va y en avoir maintenant que le concept a été un peu défini. Mais du coup, j'ai pas du tout d'éléments précis à ce niveau-là. Mais est-ce que la patiente fumait? Non. Si. Si, elle fumait. Ouais. D'autres interventions? Ouais, moi, je voudrais faire une remarque sur le côté craving, envie irrésistible, qui fait le pont entre l'addiction et l'alimentation. Parce que, tu as insisté, en le préparant, effectivement, c'était un des points qu'on avait vu, nous, surtout l'aspect psychologique, psychothérapique, si vous voulez, de prise de conscience du trouble. Même si on n'a pas de traitement, à la limite, ça n'a pas d'importance. Pour le moment, on espère en avoir. Mais déjà, aider quelqu'un à identifier son trouble, c'est-à-dire repérer que cette impulsion à avaler de la nourriture avec ses conséquences néfastes, et on est bien dans une définition de l'addiction, puisque le trouble se reproduit tout en sachant que la personne sait que ça va être néfaste pour elle, elle ne peut pas s'en empêcher. Donc, rien que de faire repérer le trouble par un entretien tout à fait neutre, non moralisateur, comme on sait faire quand on s'occupe de patients addicts, est déjà une première étape pour soigner la personne. C'était ça, le message fort, nous, qu'on voulait avoir aujourd'hui, c'était de vous dire, il y a des ponts. Alors, ce n'est pas des addictions sans substance, parce que l'alimentation, c'est quand même une substance, même si ce n'est pas une substance psychoactive, c'est quand même une substance. Donc, on complexifie la notion d'addiction et on fait le pont avec l'alimentation. On est très loin, à mon avis, de l'anorexie, boulimie, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes troubles. Mais par contre, on identifie quelque chose qui nous intéresse beaucoup, parce que quand on fait arrêter, et je crois que ça va être un des points de discussion d'un point de vue tabac, et peut-être aussi cannabis d'ailleurs, parce que ça serait on ne l'a pas traité, parce qu'on n'avait pas de référence, parce qu'il y avait évidemment l'idée dans tout ça de donner des médicaments anti-cannabis, enfin il y en avait eu un, hélas on a des complications psychiatriques avec, qui auraient pu nous intéresser pour traiter ce trouble-là, et qui aurait été le médicament idéal pour traiter du coup ce trouble, parce qu'on pouvait se dire qu'on agissait sur les bons récepteurs, on contrôlait l'alimentation et on avait un effet. Mais manque de chance, il y a trop de complications psychiatriques, donc on ne peut pas l'utiliser. Quand il citait quand même l'idée qu'a priori il y aurait une bonne efficacité des thérapies bref, parce que c'est aussi du coup des personnes qui ont a priori beaucoup de croyances autour de l'alimentation, d'où les comportements chaotiques à côté aussi, de sauter un repas, de faire et que des fois reprendre aussi l'aspect hygiène alimentaire, on va dire déjà de base, est quelque chose qui aide un peu, et effectivement les aider à prendre conscience surtout de la place qu'a à ce moment-là la crise, on va dire, de binge eating, et de mieux comprendre, parce que c'est souvent des moments un peu types, c'est l'arrivée à la maison après la journée de travail, dans la soirée plutôt, à se retrouver seul, voilà, et donc ce qui montrait a priori, c'est que effectivement le travail de psychothérapie était déjà une solution qui pouvait avoir une bonne efficacité. Allez-y, on vous amène le micro. Merci.
Vous avez bien dit que le binge eating était une conduite un peu clandestine et avec beaucoup de culpabilité. Alors justement, au niveau clinique, est-ce que les patients en parlent spontanément ou est-ce qu'il faut aller le chercher, ce trouble-là? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut aller le chercher, puisqu'on le voit. Dès qu'il peut y avoir une honte et une mauvaise image de soi, surtout s'ils viennent pour autre chose, c'est-à-dire quand ils viennent pour ça, ils vont nous en parler forcément un peu spontanément, mais l'idée c'est qu'effectivement, notamment s'il y a du surpoids en plus et qu'on a quelqu'un qui vient nous voir pour un problème de tabac, explorer l'alimentation, les rapports à l'alimentation et rechercher ces comportements-là, je pense que c'est là pour le coup, effectivement, on est quelque chose d'assez similaire avec la prise de substance et la honte et la mésestime de soi qu'on a chez nos patients. Voilà. Moi, j'ai deux questions. La question sur le topiramate. Parce que notre collègue Jean Perriot à Clermont-Ferrand utilise beaucoup le topiramate dans la prise en charge du craving, avec des résultats intéressants, bien qu'ils soient complètement hors MM, mais avec des résultats intéressants. Vous avez une expérience, parce que dans la littérature, on retrouve des éléments de réponse. Alors moi, je n'ai pas d'expérience personnelle avec le topiramate pour mes patients. Mais là, il parlait effectivement de travaux en cours, en fait. Donc, ils en étaient qu'à des débuts d'essais sur du coup, des populations un peu ciblées, avec la possibilité des recherches en sur les critères DSM pour pouvoir faire des recherches calibrées, du coup. Donc, ma deuxième question concerne évidemment la cigarette électronique, parce que là, vous soulevez un problème d'une population qu'on ne connaît pas, et avec en effet une possibilité d'utilisation compulsive aussi de cette affaire. Il est clair aussi que vapoter toute la journée, c'est sans doute moins dangereux que de fumer toute la journée. Mais peut-être serait-il intéressant d'isoler une population, de l'étudier et de pouvoir mettre en place la connaissance autour de cette affaire, parce qu'on est complètement dans l'inconnu, hein, non seulement sur la cigarette électronique, mais dans des populations aussi spécifiques que celle-ci. Donc à suivre. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait ouvert sur le sujet, parce que je trouvais que c'était effectivement intéressant sur un produit, pour le coup, où effectivement, avant de vider la cartouche, ils ont le temps de vapoter un peu. Oui. Donc ils peuvent rajouter du liquide après. Voilà. Et puis comme il n'y a pas d'interdiction dans la public et tout, pour l'instant, en tout cas, du coup, ça leur permet, des profils qui sont dans la compulsion, dans l'oralité, dans tout ça. Bon, c'est assez intéressant de regarder ce qui va se passer.